On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. L'itinérance, les populations vulnérables, c'est un nouvel enjeu de société ici sur la Rive-Sud de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Composition d'une nouvelle équipe d'intervention mixte avec le centre de santé et la police. Mais d'abord, lui, il est conseiller municipal depuis 2005. Il est dans Saint-Eugène. Il rêve un jour d'avoir un carrefour. Il s'appelle Jean Fontaine. On poursuit notre tournée d'entrevue avec les conseillers et conseillères au municipal à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme on le fait à chaque année. L'an passé, évidemment, on a pris une petite pause, c'était les élections. Les élections sont passées, ça fait maintenant 1 an, et on a avec nous l'un des seniors, l'un des plus anciens de ce conseil, Jean Fontaine, quartier Saint-Eugène. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 2005? 2005. Ça fait quelques mandats. Pas mal de millages. En quoi ce mandat-ci, est-il différent des autres à date? De l'autre, là, Ouais. c'est le jour pour la nuit. Là, on a fait une publicité à l'équipe André Bouchard comme quoi qu'on avait changé le climat. C'était ça notre slogan. Nous l'avons fait. Maintenant, on s'attaque aux grands projets, mais il fallait changer le climat, ça, c'est sûr. Bon, le climat a changé à l'Hôtel de Ville, mais est-ce que le climat demeure bon au sein de l'équipe? La politique étant ce qu'elle est, il peut y avoir des déchirements, on n'est pas toujours d'accord, puis c'est tout à fait normal en politique municipale. Bref, comment ça se passe avec la nouvelle équipe et avec les nouveaux? Parce que là, vous êtes 5 anciens et 8 nouveaux sur 13. Oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de comparatifs. Tu sais. Je me rappelle du temps de l'équipe d'Olbec. Tu sais, ça ne s'entendait pas tout dans l'équipe d'Olbec. Là, tu sais. Donc, chez nous, ça s'entend quand même assez bien. Il y a, c'est sûr, certaines divergences. Mais c'est vrai que, personnellement, des fois, je trouve ça difficile, le fait que j'ai de l'expérience. Il y en a qui en ont un peu moins. Cela dit, mes collègues qui en ont un peu moins, ils apprennent vite. Et puis, on travaille quand même assez bien, je vous dirais. Bon, le dossier de l'heure dans Saint-Eugène, ou en fait le dossier des dernières années, c'est le carrefour Saint-Eugène. Je suis passé sur séminaire, il n'y a pas beaucoup d'action dans le champ, mais que se passe-t-il? À chaque fois que je viens ici, je dis toujours la même chose, que moi, j'ai fait mon travail là-dedans, je veux que la population le sache. Le Carrefour Saint-Eugène au ministère de l'Environnement, le dossier sur toute la pile était là. Ouais. Et avec l'acharnement du conseiller, des journalistes, de Benoît Fortin, on a réussi à le monter en haut de la pile. Et là, le promoteur a tout en main pour le construire et il ne le fait pas. Donc, je ne peux pas parler pour lui. Il y a une chose que je sais pour faciliter le tout. Je sais qu'il y a un litige entre M. Dumouchel et la famille Gagnon. Et nous, on a décidé, c'est ça, et nous, on a décidé qu'on passerait les tuyaux, qu'on ferait notre rue pareil, et qu'on va envoyer la facture. Généralement, c'est le promoteur qui le fait, puis qui sépare les factures entre les actionnaires. Fait que là, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Je ne veux pas le savoir non plus. Mais la Ville, on est facilitateur maintenant. On va faire le projet, puis on va envoyer la facture. Puis si un des deux ne paye pas la facture, bien, on va aller saisir le terrain. C'est tout. Tout simplement? Tout simplement. OK, vous êtes rendu là? Oui. Mais ça, ces travaux-là auxquels vous faites référence, les tuyaux, c'est pour quand? 2023. Donc, en 2023, oui. On va faire les infras. Exactement. Puis s'ils ne payent pas, vous pourriez, à la limite, avoir une procédure légale pour mettre la main sur les terrains. Exactement. Et vous êtes légitimé de faire ça? Absolument. C'est légal de faire ça? Oui, c'est ça. J'ai vérifié ce que je dis. Puis en plus, on va aller développer les terrains de l'aéroport. Donc, on va passer les infrastructures pour monter jusqu'à l'aéroport. Pourquoi décider de faire quand même les infras, même si visiblement on ne sait pas quand les travaux pourraient commencer pour le Carrefour? Bien, je viens de donner la réponse parce que nous, on va aller développer au pire les terrains de l'aéroport et la future rue de la Vérandrie va être faite. Fait que pour ça, vous voulez les faire pareil. C'est ça. Mais moi, je pense que le jour où les gens vont voir des tuyaux, de l'infrastructure, des trottoirs, de l'éclairage, je pense que ça va donner le goût à des gens d'acheter le projet et de le faire. Bon, en même temps, M. Dumouchel, qu'on a déjà reçu ici en entrevue, c'est pas un jeune homme. Il y a aussi de la descendance, je présume, qui va suivre pour s'en occuper. Mais bref, est-ce qu'on a quand même espoir? Est-ce que vous entendez des choses entre les branches qui donnent quand même un peu d'espoir sur une construction future ou vraiment pas? J'entends rien. Donc, je peux pas... Rien. Rien. Donc, je ne peux pas vous dire, mais ça me déçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir mis tous ces efforts-là pour en arriver là. Personnellement, comme individu, Jean Fontaine, puis je pense à tous mes citoyens qui attendent d'avoir une quincaillerie, entre autres dans Saint-Eugène, qui sont tannés de faire le voyage là, jusque chez Berger, pas qu'on n'aime pas Berger. On peut-tu avoir une quincaillerie dans Saint-Eugène? Bon, pas très loin de là, il y a des travaux qui perdurent depuis un certain temps sur Carillon, qui sont nécessaires. On en est rendu où là-dessus? C'est terminé. C'est fini, là? Oui. Ça passe bord en bord? Ça passe bord en bord.
La tourbe est posée. Il reste de l'aménagement à mettre là, au printemps. Là. On ne replantera pas d'arbres là, dans la section où il y avait des arbres à cause des racines puis il y a des lignes de gaz. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est terminé, on passe puis c'est merveilleux. Il me reste une dernière chose à faire. C'est un arrêt. Est-ce qu'on le met au coin d'Offenbach ou Perron? Je suis en consultation présentement, mais grosso modo, tout est fait. Bon, protection des boisés, ce qu'il en reste. Possibilité de parc. C'était pas dans les cartons, ça, de peut-être, disons, se servir là, d'un certain boisé pour disons, l'amener accessible au public? Ça, c'est mon engagement électoral le plus important que j'ai fait à la dernière élection. Puis quand je prends des engagements, je les livre. Donc, le Boisé-Carillon sera aménagé dans ce mandat-ci. C'est un des plus beaux projets environnementaux de la ville, à mon avis, parce que dans le milieu du Boisé-Carillon, c'était comme une dombe, puis il y avait toutes sortes de... Ouais. Donc, puis il y a un petit fond d'eau, donc on veut faire un marais. Dans les études que j'ai vues, on veut faire un marais avec des quais sur pilotis pour passer bord en bord de ce futur marais-là. C'est un terrain qui appartient à la ville? 100 OK. Ça pourrait ressembler aux Parulines ou plus gros? Paruline dans le sens des sentiers, et dans le milieu, comme il y a un air ouvert, on veut faire un petit peu de reboisement. Le quai avec des pilotis, comme je vous parlais, des hamacs, table de pique-nique. On ne veut pas en faire un parc festif comme au parc Ronald-Beauregard, c'est pas ça du tout. Puis il y a des gens proches de ce parc-là qui m'ont écrit, puis je prends en note ce qu'ils me disent. Ils ne veulent pas nécessairement avoir une autoroute en arrière de chez eux non plus. Là. Pour situer les gens, Boisé-Carillon, il est où physiquement? Il est, mettons, tu prends la 223 à partir du Subway et tu t'en vas vers Saint-Paul, mettons. Okay? Donc la voie ferrée. Vers la voie ferrée. Quand on regarde à gauche, le Boisé-Carillon est là. À gauche. C'est ça. Alors que l'autre côté, il y avait les Rabières à l'époque. C'est ça. Donc, entre la rue Favreau puis la rue Séminaire. OK. C'est là qu'on devrait exploiter le fameux boisé en question. Exact. Centre de plein air Ronald-Beauregard. Il y avait aussi là des enjeux importants. Bon, entre autres, la fameuse piscine. On en est où là-dessus? C'est drôle. Ce soir, on enregistre. On est mardi le 15. Ouais. On a une présentation au conseil ce soir, donc dans quelques minutes. On va nous proposer, dans le fond, l'étude qui a été faite de consultation citoyenne, qui date de 2011, là, puis on s'en va en 2023. Fait que ça fait quand même pas mal de temps qu'on a consulté les citoyens, puis là, il faut livrer. Moi, j'entends, bien entendu, parler de la terrasse. C'est ce que je veux. J'avais une terrasse dans le Richelieu, et j'en ai parlé depuis longtemps, puis je vais l'avoir. Pour la piscine? La piscine, j'entends de bons sons, mais cela dit, on est 13 autour d'une table. Hein? Donc, c'est 4 millions, 5 millions, 6 millions... Des plans à 7 millions. Est-ce que tous les conseillers veulent une piscine dans le quartier? Moi, je la veux, mais il s'agira de voir si les 12 autres vont suivre. Je pense que oui. Bon. Quels sont les autres enjeux dans Saint-Eugène en ce moment? J'ai une rue là, qui me turlupine, si je prends cette expression-là. C'est la rue Carré-Chopin. Oui. Quand il pleut, l'eau déborde. Faut refaire les infrastructures sur la rue Carré-Chopin. Puis c'est pas évident parce que les tuyaux sont pas creusés assez bas. La solution, elle est difficile à trouver, mais on va la trouver parce que les autres rues non plus, limitrophes, n'ont pas de bordure d'égouts pluviaux. Fait qu'on fait quoi? Maintenant qu'on pose des égouts pluviaux, des bordures, bien, je sais même pas si c'est ça la solution. Je sais qu'à l'ingénierie, on se demande vraiment quoi faire, mais on a envoyé des hommes sur la Lune. Là, on va être capable de canaliser l'eau là. Jamais je croirais. Et les citoyens devront payer une certaine partie aussi. Est-ce qu'il y a encore des rues à asphalter dans Saint-Eugène? Oui, plein. Puis ça m'étonne. Je croyais qu'à un moment donné, à la rue Royale, que j'ai consulté, qui ont dit oui, qu'on arrêterait. Mais là, à ça, c'est rajouté la rue Gaudreau, la rue McRae, la rue Picard. Donc, il y a encore 3 ou 4 rues qui se font sonder présentement. Puis tant mieux, parce qu'à un moment donné, c'est tout fait à Saint-Blaise. Pourquoi que ça ne sera pas fait à Saint-Eugène? Bon. Parlons des enjeux grande ville. J'ai été un peu surpris il y a quelques semaines à un conseil où on a abordé la question du 40 km/h. Éric, j'aurais pratiquement le goût de t'arrêter là-dessus. Comment ça? Parce que ceux qui veulent comprendre ma position iront voir à la séance YouTube du mois d'octobre. J'ai tout exprimé ce que je pensais là-dessus. J'ai parlé pendant 5 minutes. Je n'ai pas changé d'avis, mais le vote s'est tenu. Ouais, mais en et fait, j'ai perdu. Ouais. Donc, je fais comme René Simard, puis je tourne la page. Oui, mais ce qui m'a étonné là-dedans, c'est que vous aviez dit d'entrée de jeu, je fais partie de l'équipe Bouchard, j'ai relu le programme, je n'ai jamais vu ça nulle part. Alors, de mémoire, il me semble que Mme Bouchard en parlait en campagne électorale, qu'elle souhaitait implanter le 40 km/h. Écoutez, il y a des candidats, plein de candidats qui ont été recrutés par Zoom. Donc, tu sais, on a écrit c'est vrai, là, tu sais, il y a des candidats que Mme Bouchard a recrutés, elle les avait jamais vus. Ouais, mais il y avait la pandémie là-dedans aussi, j'imagine. C'est ça, c'est la pandémie. Donc, ça, on ne s'est jamais vu. On n'a pas discuté des enjeux de fond à 12 avant la campagne. Tu sais, si on avait pu s'asseoir, les 12, moi, j'en aurais parlé, là, c'est sûr, mais je ne pensais pas qu'on s'en irait là. On est allé là. Tu sais, quand je disais,
entre les 8 puis les gens d'expérience. Les gens d'expérience, so-so, puis les 8 voulaient un peu plus. Mais le vote se tient, puis j'ai perdu. C'est la vie. Mais allez-vous jusqu'à dire que le programme de l'équipe y est attaché drôlement ou... Je dis que le programme s'est fait, je me rappelle, là, ça fait 1 an, là, c'est pas tenu à 12. Là. Il s'est fait à un plus petit niveau. Puis le 40 km, moi, ce que je cherche, n'était pas là. Je pense, dans la campagne, Mme Bouchard s'en est fait parler beaucoup, puis elle a décidé de le faire. Mais moi, je pense que c'est un enjeu, le 50-50, c'est le 40 km à l'heure. Okay. Donc, le 50 du 40 a gagné, mais il y a un autre 50 qui n'a pas gagné, puis... Bon, mais là, il y a une autre affaire, parce que vous avez dit à ce conseil-là, je vais revenir dans 1 mois, je vais présenter une résolution pour qu'on ramène le 50 kilos sur la rue Champlain, entre, disons, Loyola et Saint-Paul. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Bien, vous connaissez, là, avec les années, j'étais un peu émotif quand je parle, je me suis emporté. Je savais que je perdrais le vote, fait que je suis tanné de perdre des votes. Fait que je fais comme René Simard, je tourne la page. Et les relations restent bonnes quand même. C'est de la politique. Oui. C'est sûr. Je veux dire, on ne peut pas s'entendre sur tout. Là. Bon. Puis François Roy, lui, il avait-tu lu le programme aussi avant de faire partie de l'équipe Bouchard, celui qui a démissionné? Je ne sais pas, je pose la question. Vous faites référence à la façon dont l'équipe a été bâtie. François Roy, il mène sa vie, il mène sa barque. On n'a pas eu vraiment beaucoup de contacts non plus. Il n'était pas vraiment présent quand on a fait justement quelques réunions. En tout cas, donc je ne sais pas. Je n'irai pas plus loin que ça. Il a décidé de quitter et on se reparlera aux élections dans 3 ans. Vous en venez sage, Jean Fontaine? J'essaye. Après 18 ans. En terminant, toujours président de l'International de Montgolfière? Oui. Bon, content de la dernière édition, on s'en est parlé. Oui. Là, on prépare la suivante, j'imagine. On est à quelle étape en ce moment? Là, on est à l'étape du 40e, premièrement. Donc, le 40e, on veut faire quelque chose de festif. On veut décorer la ville. Donc, un partenariat entre la ville et le festival qui va s'établir. Et puis, on veut continuer d'améliorer l'expérience client. Les loges ont fait un malheur au festival. On veut en mettre plus. On veut faire rentrer des revenus au festival parce que, ultimement, c'est une question de revenus. Hein? Jean Fontaine, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons d'itinérance, parlons des populations vulnérables, phénomène qui malheureusement est grandissant dans nos villes, un peu partout en périphérie de Montréal, en banlieue, sur la Rive-Sud et ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu où le phénomène de l'itinérance s'est véritablement installé. Le dénombrement également malheureusement grandit. Là, on parle de près de 90 personnes qui ont été répertoriées récemment. L'an passé, on parlait de 37, puis il y a 5 ans, on parlait de 7-8 personnes. Bref, on voit que le phénomène, il est là. Il est là, oui, malheureusement, peut-être pour rester, mais maintenant, c'est le problème de qui? C'est le problème de tout le monde? C'est le problème de personne? C'est le problème des villes, des élus, du service de santé, de la police? Bref, content de voir qu'on vous présente aujourd'hui une nouvelle équipe d'intervention mixte avec le Centre intégré de services de santé de la Montérégie-Centre et la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. 2 invités pour en parler. D'abord, Marie-Jo Guillemette, qui est travailleuse sociale au CIS de la Montérégie-Centre. Bonjour. Bonjour, M. Latour. Accompagnée de l'agente Stéphanie Nolin de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bon après-midi, merci. Bon, expliquez-nous tout d'abord, de quelle façon a-t-on décidé de créer une équipe mixte avec le service de santé et la police de Saint-Jean? Bien, en fait, tout d'abord, c'est venu des policiers du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Peut-être que ma collègue peut un peu en parler davantage que moi, qui ont interpellé le CIS Montérégie-Centre pour voir la possibilité de créer, dans le fond, un poste de travailleuse sociale au sein du service de police de Saint-Jean. Bon, d'ailleurs, l'an dernier, j'avais rencontré votre nouveau directeur, Stéphane Bélanger, qui, d'ailleurs, au mois de janvier, faisait extrêmement froid.
était très inquiet d'avoir à l'idée des gens, et pourtant, c'est quelqu'un qui a travaillé au SPVM à Montréal, là, donc connaissait la réalité de l'itinérance. Mais bref, de l'avoir à Saint-Jean, je pense que ça l'a beaucoup interpellé. Mais en même temps, il me disait, bon, la police, on peut faire un certain nombre de choses, mais on a besoin de l'aide du service de santé. Donc, peut-être de votre côté, nous expliquer aussi de quelle façon la police a-t-elle interpellé le CIS pour mettre sur pied... En fait, ça a commencé en 2020. Le besoin était déjà très criant. C'est sûr que ça a coïncidé aussi avec la pandémie qu'on a eue. On a constaté une augmentation flagrante des interventions policières en matière de santé mentale. Pas nécessairement simplement en itinérance, mais aussi beaucoup plus large, la détresse qui était plus omniprésente au niveau de notre population. Alors, en 2020, on a fait une première approche pour monter le projet, aborder le CI3S pour voir comment est-ce qu'on pouvait mettre ça en place. Ça se faisait déjà dans des villes telles que Montréal, Sherbrooke ou Longueuil. Alors, on a repris un petit peu ce qui se faisait ailleurs, qui était déjà une solution gagnante. On l'a repris ici. C'est tout nouveau. Marie-Jo Guillemette est avec nous depuis le 3 octobre. Alors, c'est tout nouveau, mais on voit déjà à court terme des petits succès, des belles interventions, une façon différente de travailler ces problématiques-là qu'on a en santé mentale. Et tant au niveau de la population vulnérable vieillissante qu'au niveau de l'itinérance, qu'au niveau des jeunes aussi, là. Alors, le mandat est quand même assez large. Bon an, mal an, on peut avoir entre 1400 et 2000 appels en lien avec la santé mentale. Alors, l'arrivée de quelqu'un du CI3S avec nous vient faciliter au niveau de la communication, au niveau des champs d'expertise aussi. Ça vient bonifier le travail des policiers parce que des fois, la réponse policière n'est pas satisfaisante pour une personne avec une problématique de santé mentale. Alors, c'est là que l'arrivée de Mme Guillemette fait... C'est là qu'on voit que le parapluie est large parce que on parle de santé mentale. Puis à l'intérieur de ça, oui, il y a de l'itinérance, mais il n'y a pas juste de l'itinérance. Il y a ce qu'on appelle les populations vulnérables, donc des gens qui sont à la maison, mais qui également fait en sorte qu'on nécessite des appels aux policiers, mais qui, ultimement, on a un lien, on a un besoin de support autre. Dans le... Comment je dirais? Au jour le jour, de quelle façon cette équipe-là peut-elle intervenir auprès de ces populations-là? Bien, dans un premier temps, les policiers patrouilleurs vont interpeller les policiers socio-communautaires sur des appels qui sont plus récurrents. Donc, des personnes qui vont communiquer avec les policiers de façon régulière pour plein de raisons, où les policiers, les patrouilleurs vont réaliser qu'il peut avoir de façon sous-jacente un problème de santé mentale, soit parce qu'on n'arrive pas à fonder ce que la personne dénonce. Puis à ce moment-là, moi et soit l'agent Nolin ou l'agent Dion, on va se présenter à domicile. Et puis, moi, je me présente évidemment comme travailleuse sociale, puis on va essayer ensemble de tendre la main à cette personne-là, puis de l'amener tranquillement vers des services pour qu'elle soit prise en charge par le CLSC ou par certains services du CLSC. Et ça, c'est la partie qui m'appartient le plus à moi, en fait, c'est de créer cette passerelle-là entre les interventions policières puis les services du CLSC. Et là, à ce moment-là, on essaie de voir comment on peut diminuer le nombre d'appels. Puis si les appels restent toujours aussi récurrents, bien, c'est moi qui vais les traiter. Donc, moi, je vais aller voir les personnes, je vais continuer à m'assurer d'un certain suivi puis de m'assurer que leur situation ne se détériore pas davantage. Je peux travailler aussi avec les familles parce que parfois, les familles interpellent les policiers. Puis à ce moment-là, je vais prendre le relais pour travailler avec les familles puis voir aussi à leur donner des ressources qui peuvent les supporter face à la problématique de leurs parents ou de leurs conjointes ou enfants. Parce que les appels qui entrent au service de police, c'est quoi? C'est du dérangement, c'est des plaintes de bruit, c'est, bon, un itinérant qui est dans un endroit où il ne devrait pas être, ou dans des cas de santé mentale, des gens qui peuvent être menaçants ou je ne sais trop. Bref, quand vous dites tout près, ça peut aller jusqu'à 2000 appels par année. C'est quand même beaucoup. Ça peut ressembler à quoi? Ça peut aller de la personne intoxiquée à une personne en crise dans un lieu public ou à domicile. Ça peut passer par une personne, exemple, qui soupçonne que quelqu'un rentre chez elle. Elle nous appelle pour une plainte d'introduction par infraction. C'est l'hiver, il y a 3 pieds de neige dehors, il n'y a pas de trace d'effraction, il n'y a rien qui a été dérobé. Nous, on n'est pas à même de valider cette information-là, mais la personne, elle a quand même un sentiment d'insécurité perçu. Fait que même si on lui dit, bien, on n'a pas de plainte, à prendre, on n'a pas d'éléments d'enquête, on fait l'enquête de voisinage, les gens nous disent, non, il n'y a pas personne qui est passé par ici cette nuit. Bien, si on quitte, la personne, elle croit encore qu'il y a quelqu'un qui s'introduit chez elle. Fait qu'elle peut appeler 2, 3, puis 4 fois. Fait que c'est là, au niveau que la redondance vient.
Puis que, comme je disais tantôt, la réponse policière, on a beau réconforter la dame, l'assurer qu'elle est en sécurité, la dame ou le monsieur, peu importe, bien, cette personne-là, son sentiment est encore là. Fait que c'est là qu'on va venir travailler un peu plus en profondeur pour trouver des solutions avec Marie-Jo, avec la famille, des solutions autres que de lui dire, bien, on ne prend pas de plainte, il n'y a pas eu la police d'info. intervient sur le moment même, mais c'est le après. Bien sûr. Et la récurrence, parce que si le problème n'est pas réglé, ça va régénérer un autre appel peu de temps après. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos interventions? Qu'est-ce que vous avez dans votre coffre à outils qui vous permet d'aider les gens ou de les diriger? On le sait parfois dans l'itinérance, entre autres, je reviens à ça, mais il y en a qui ne veulent pas se faire aider. Oui, bien en fait, mon objectif premier, c'est de créer un lien. Parce qu'on s'entend qu'il y a la santé mentale, il y a la santé relationnelle aussi. Puis moi, je les compare des fois à des grands brûlés. Donc, ça prend du temps, ça prend des courtes interventions, ça prend quelqu'un qui est capable de s'inscrire dans cette relation-là sur du plus ou moins long terme. Fait que moi, je vais les voir, je vais à leur rencontre, je vais quand même régulièrement au centre de jour, je vais au musée. Quand il y a des interventions policières sur certaines situations, je leur demande de m'interpeller. Donc, je viens rencontrer la personne. Peu de temps, je discute avec elle, j'essaie de créer un lien, d'aller déposer tranquillement pour que éventuellement, si cette personne... Qui rouvre, exactement. Puis c'est une porte qui peut s'ouvrir aussi avec les autres partenaires, tu sais, dans le sens où plus on est en relation avec ces personnes-là, plus on va vers eux, plus on les considère. Bien, ça peut être, par exemple, Action Dépendance qui va récolter, ça peut être le centre de jour, ça peut être... Mais si tout le monde s'aime, je pense qu'on peut arriver à des résultats, mais ce n'est pas des résultats qui sont immédiats, qui sont instantanés. Certaines personnes, ça prend plus de temps. Donc, il faut se permettre de prendre le temps. Est-ce que le fait, ça a l'air drôle à dire, mais le fait de... Les policiers ont un uniforme, ils représentent la loi, quoique ici, on a une stratégie qui n'est pas très, très coercitive, là, contrairement peut-être à d'autres corps de police, mais est-ce que le fait d'être une personne autre que du service de police, ça aide à aller plus loin dans l'intervention? Bien, parfois, oui. Tu sais, parfois, je pense que, tu sais, avec mes collègues, on apprend à travailler ensemble. On le sent quand une personne, tu sais, va plus me regarder ou va plus me parler ou, bien, je vais prendre les devants, je vais essayer d'être en relation avec elle. Parfois, c'est les policiers qui sont plus rassurants pour une certaine période de temps. Donc, c'est plus les policiers qui vont faire un premier travail avec la personne. Ça va me permettre aussi d'entrer parfois dans des domiciles où si j'avais été seule, on ne m'aurait pas laissé rentrer. Il y a ça aussi, donc, les policiers permettent quand même de procurer aux personnes un sentiment de sécurité. Que moi, par exemple, quand j'ai pas d'uniforme, je ne vais pas nécessairement leur procurer, mais que par la suite, bien, en discutant avec eux, en parlant avec eux, moi, je vais trouver les mots peut-être parfois un peu plus justes. J'ai quand même une expérience en intervention, donc j'ai des connaissances que les policiers n'ont pas et vice-versa. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça fait en sorte que je peux arriver à nommer des choses qui vont peut-être passer plus facilement. Fait que là, dans le fond, vous êtes quoi? Vous êtes prêté par le 6 au service de police? Exactement, oui. Donc, c'est un poste qui a été créé. Puis j'ai été prêtée, mon bureau est au poste de police. Dans le fond, moi, je suis un peu la courroie de transmission parfois d'informations des policiers vers le 6, mais je préserve la confidentialité en ce qui est du 6 vers les policiers. Mais par contre, dans mes interventions, j'ai quand même accès à beaucoup d'informations, ce qui me permet d'avoir une idée peut-être plus systémique de la situation. Pour les policiers, est-ce que c'est pas un peu aussi nouveau d'apprendre à travailler au jour le jour avec une nouvelle ressource qui n'est pas policière, qui n'est pas issue du monde policier, qui est dans un autre domaine? Ça aussi, c'est de l'apprentissage, j'imagine? C'est sûr que c'est différent au niveau socio-communautaire que d'être sur la patrouille. Hein? Quand on est sur la patrouille, on a souvent tendance à régler le problème. On finit notre appel, c'est classé, c'est réglé. On s'en va la tête légère dans le sens que on ne croit pas avoir retourné. On a fait le tour du problème. Au niveau socio-communautaire, l'approche est différente. On travaille plus à moyen, long terme. C'est sûr que l'interaction est différente, mais c'est vraiment une complémentarité. On va travailler ensemble. Marie-Josée peut me donner un cue pour justement le bon mot au bon moment. Si je sens que la communication est moins bonne, c'est moi qui vais embarquer. Mais à date, on a vu un petit peu les deux scénarios. Les gens se demandent bien, pourquoi tu es accompagné d'une TS? Si tu es une police, pourquoi tu es accompagné d'une TS? Puis des fois, c'est l'inverse aussi.
bien, pourquoi que la police est là? Fait que tout dépendamment, mais les gens comprennent très bien. Puis il n'y a pas de recul une fois que Mme Guillemette a expliqué son statut, là, les gens sont très, très contents Mais comme je le disais tantôt, je sais qu'ici, on a adopté une approche qui est moins coercitive parce que donner des contraventions, des fois, ça ne règle pas vraiment le problème parce que quand la personne veut se réhabiliter, ça a 10 000 de dette, on ne l'aide pas, là, finalement. Bon, on l'a vu à Montréal, là, ça a créé des enjeux. Mais bref, ça reste que... Ça fait quand même pas longtemps que vous êtes arrivé là, dans cette nouvelle équipe-là, mais est-ce que déjà vous voyez des résultats intéressants ou probants dans certaines interventions? Bien, oui, effectivement, je pense qu'il y a des résultats. Je pense qu'on voit les bienfaits de mes interventions, ne serait-ce que dans le fait de dégager même les policiers sociaux communautaires d'une certaine partie de suivi, si on peut dire, pour leur permettre de faire aussi d'autres, des ateliers de prévention dans les écoles, de faire d'autres tâches là, qui leur sont attribuées. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, il y a comme je pense que les gens du CISM aussi, du CISM apprécient ma présence, m'interpellent de plus en plus dans des situations où ils ont des questionnements par rapport à plein de situations où leur usager vit. Ils vont m'interpeller pour que je fasse le pont avec les policiers. Donc, je pense qu'il y avait vraiment un besoin d'avoir cette courroie de transmission-là qui facilite, en fait, le travail de chacun. Puis au final, bien, c'est les usagers qui sont desservis par cette collaboration-là. À vous deux, merci beaucoup. Donc, bon travail de collaboration dans les semaines et les mois à venir. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle de voir que autant la police que le centre de santé a décidé de faire équipe pour s'attaquer à cette problématique-là qu'on vit malheureusement dans notre société. Merci beaucoup. Merci, M. Latour. Ça fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, je te laisse le terme pour l'émission de cette semaine. Est-ce que c'est un revers, un passing, un coup droit, un smash? On va en parler avec la nouvelle directrice générale de l'Omnium Banque Nationale, Valérie Tétrault, qui est avec nous. Un as. Manquez pas de penser. Petit rappel amical, si vous aviez pris l'habitude d'aller porter vos boîtes de carton face au Colisée Isabelle Brasseur dans le parc René-Lévesque, il y avait des conteneurs. Malheureusement, durant l'hiver, on les enlève. Donc, durant cette période, si vous avez des cartons, des boîtes, tout ça, vous devez aller les porter absolument du côté de nos écocentres à Iberville et à Saint-Jean. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.